Bonsoir à tous, bienvenue sur La Première. Il est 19h30, voici les titres de votre journal du 23 janvier 2019. Incendie de l'île des Pins, le feu a été maîtrisé. Il s'est déclaré hier dans le nord de l'île. 216 hectares sont partis en fumée. Des habitations menacées ont même dû être évacuées. Compte rendu dans cette édition. Le phénomène de location Airbnb n'épargne pas la Calédonie. Plus de 700 hébergements de particuliers sont en ligne. Les professionnels de l'hôtellerie demandent une réglementation. La baisse de l'apport en eau douce dans les embouchures de rivières. Reportage à la découverte de ce phénomène estival bien connu des populations dans la vallée de Nambaye à Ponériouin. Voilà pour les titres, mais d'abord, le feu a été maîtrisé à l'île des Pins. L'incendie s'était déclenché hier au nord de l'île. Au total, ce sont plus de 216 hectares qui sont partis en fumée. La sécurité civile a dû mettre à disposition un hélicoptère, un bombardier d'eau. Les habitations ont même dû être évacuées. Dave Waeonasson. Bilan de l'incendie, 216 hectares de végétation partis en fumée. Pour une petite île comme l'île des Pins, c'est l'équivalent de 360 terrains de football carbonisés. L'incendie a été déclenché hier au nord de l'île, dans le secteur de la tribu de Gadji. Des flammes nourries par des vents violents. À 17h aujourd'hui, le feu a été maîtrisé. On est maître du feu avec 216 hectares de brûlés. Et puis nous, on fera la surveillance aujourd'hui et demain. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, monsieur Vaquier ? Cet après-midi, c'était le vent qui s'est levé. On a eu des rafales qui a fait plusieurs sortes de feux. On a été obligé d'évacuer encore 2 habitations aujourd'hui avec des familles. Et c'est aussi un peu le manque de matériel, c'est-à-dire les moyens de matériel pour les luttes contre les feux. Plus tôt aujourd'hui, la sécurité civile a dépêché un hélicoptère bombardier d'eau. Ce soir, les pompiers de l'aéroport, les services municipaux et les gendarmes sont toujours en vigilance. L'incendie n'a fait aucune victime. Dans l'actualité également, nouvel épisode dans l'affaire du pic aux morts à Doumbéa, une affaire qui oppose le GDPL Taku, le GDPL Waka et la SECAL. Le tribunal devait se prononcer aujourd'hui sur une deuxième expulsion. Rappelons que dans ce dossier, plusieurs recours ont été déposés par les différentes parties. C'est pourquoi le tribunal a préféré unifier l'ensemble des affaires et les renvoyer toutes à une seule et même date, le 6 février. On écoute Maître Philippe O'Connor au micro de Dave Waeonasson et de Michel Bouillet. Aujourd'hui, nous avions la volonté de la SECAL de poursuivre l'expulsion du GDPL Taku de la zone qui leur a été attribuée, à savoir le pic aux morts. Et il a été décidé de renvoyer l'affaire au 6 février, puisqu'il y a une autre audience également, à l'initiative du GDPL Taku, qui a toujours voulu respecter les lois de la République et donc la justice. Donc la juge, devant la complexité des 2 dossiers, a préféré les joindre pour le 6 février. Et donc nous allons nous retrouver le 6 février pour nous expliquer plus longuement sur la procédure à mener. Notre dossier ce soir sur le phénomène Airbnb, créé il y a une dizaine d'années. La plateforme internationale de réservation de logements entre particuliers a révolutionné le tourisme mondial, un phénomène auquel la Calédonie n'échappe pas. Ici, un hébergement sur 4 est concerné par cette économie du tourisme. Mais de leur côté, les professionnels hôteliers se sentent menacés en l'absence de réglementation. Le dossier est signé Sheima Riahi, Sylvie Méhoun et Franck Vergès. Depuis 3 ans, Jean-Claude Becker et Daniel Malaval se sont spécialisés dans la location saisonnière entre particuliers. Le couple dispose de 5 chalets pouvant accueillir jusqu'à 15 personnes. La clientèle est exclusivement internationale. Elle opte ici soit pour une formule gîte, soit pour la location d'un meublé à moindre coût sur la plateforme de réservation Airbnb. Les gens viennent chez nous parce qu'ils ne veulent pas simplement un lit, une chambre et en fait une plaque de cuisine. Ils veulent aussi voyager, c'est-à-dire rencontrer les gens qui sont loin d'eux, s'ouvrir, connaître les particularités, les richesses culturelles d'autres civilisations. Et c'est ce concept-là que nous avons beaucoup développé, y compris à travers notre salon des voyageurs, avec une multitude d'ouvrages.
Pour cette activité lucrative, les propriétaires s'acquittent d'une patente annuelle d'un montant de 84 000 francs, ce qui n'est pas le cas de tous les hôtes inscrits sur Airbnb. En fait, on est nous-mêmes de grands voyageurs, on est à l'écoute des voyageurs qui arrivent en Calédonie. Les assurances, elles se mettent plus ou moins aux normes vis-à-vis des clients qui arrivent chez nous. C'est une sécurité pour eux et pour nous d'abord. Ce qu'il en est, tout ce qui est structure d'accueil, on a une réglementation vraiment minime parce qu'on n'est pas un hôtel, mais on a voulu quand même, par rapport aux clients, assurer la maison, assurer les chambres, assurer la table. Une nouvelle économie du voyage qui n'échappe pas à la Calédonie. Mont-d'Or, Bourail, Poum en passant par Lifou et Marie, plus de 700 hébergements sont proposés à la location. Du studio à la villa secondaire avec piscine et même plus atypique la case, l'offre est large et bouscule l'hôtellerie traditionnelle. Les professionnels du tourisme dénoncent une concurrence déloyale. Rien que sur l'hébergement, ils estiment une perte de plus d'1 milliard de francs de chiffre d'affaires. Dès lors que, ce type d'hébergement est soumis aux mêmes contraintes que nous, il n'y a aucun problème. S'ils ont les contraintes de normes salariales, fiscales, et toutes les contraintes qu'on peut avoir, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est bien un problème de concurrence déloyale. On ne va pas l'interdire. C'est quelque chose de mondial. On ne veut pas non plus l'empêcher. Par contre, il faut le réglementer. C'est tout ce qu'on demande. Et il existe bien une réglementation fiscale sur le territoire. Le gouvernement rassure les hôteliers et rappelle aux loueurs l'obligation de déclarer leurs revenus et de disposer d'une patente commerciale. Le Code des impôts et son article 65 prévoit que la location habituelle d'immeubles à usage d'habitation et meublés relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Donc à ce titre-là, la location de maisons, d'appartements ou de chambres meublées constitue une activité commerciale. Donc les personnes qui louent leurs biens via la plateforme Airbnb doivent d'une part déclarer leurs revenus catégoriels et d'autre part souscrire une patente. S'ils ne le faisaient pas, effectivement, ils s'exposent à des sanctions fiscales de la part de l'administration. Ici, aucun hôte Airbnb n'a encore été sanctionné. À titre d'exemple, en Polynésie, tout contrevenant est passible d'une amende de 54 000 francs. En métropole, l'an dernier, le locataire a été condamné à une amende record de plus de 4 700 000 francs pour avoir sous-loué son appartement via le site Airbnb. Direction Lifou avec la 4e braderie du Secours catholique. Elle est organisée conjointement avec la commune. L'objectif est d'aller à la rencontre des familles afin de les aider à mieux préparer la rentrée scolaire. Le reportage sur place de Sylvie Méhoun. Des vêtements à profusion, des étals débordants de chaussures, des livres et des meubles. À peine arrivée par bateau ce matin, la précieuse cargaison du Secours catholique a été prise d'assaut par de nombreux visiteurs venus des 4 coins de Lifou. Une grande braderie spéciale rentrée scolaire organisée en partenariat avec la commune de Djéhou qui a fait le bonheur de nombreuses mères de famille. C'est prévu pour la population de Lifou qui ne peuvent pas se déplacer sur Nouméa pour la rentrée des classes. Là, vous en avez pour combien avec pour 1 700 francs pour un sac à main de linge. Et bon, j'ai pu trouver mon bonheur dedans. Alors, pour les écoles de mon secteur, j'ai pris des livres, des peluches et des jouets de toutes sortes. Et comme on a prévu de faire des espaces d'apprentissage dans les classes, je vais proposer après aux enseignants qui vont préparer leur coin dans leur classe. Voilà. Depuis 2016, le Secours catholique et la commune de Lifou mènent conjointement cette opération pour venir en aide aux familles nécessiteuses à quelques semaines de la rentrée des classes. Ici à Lifou, il y a encore beaucoup de familles dans le besoin et c'est pour cela qu'on est encore avec la mairie de Lifou, on est encore à les aider. Ce matin, à décharger 2 conteneurs de vêtements, de bureaux d'enfants, de façon à ce que les enfants à la maison puissent avoir un bureau et un siège pour faire leurs leçons. Et puis aussi que les parents puissent bénéficier des petits achats, des vêtements pour leurs enfants, pas très chers. Les bénévoles du Secours catholique et les agents municipaux seront encore mobilisés demain à Oué pour la dernière journée de braderie. Les fonds collectés, entre 600 000 francs et 1 million chaque année, serviront à aider d'autres familles du pays.
Direction le site de la Netcha en province sud, un lieu très fréquenté en période de vacances scolaires, mais il est actuellement fermé au public en cause des travaux de rénovation, et ce, afin de préserver cet espace classé aire de gestion durable des ressources. Le reportage de Lorelai Aubry et de Cédric Michaud. Avec ses 8000 visiteurs annuels, dont 5000 rien qu'en période estivale, le site de la Netcha affiche porte close depuis 2 semaines. Échafaudage et bâches recouvrant les pontons de baignade rendent le lieu nettement moins photogénique. En cause, un état de corrosion avancé sur les différents équipements, vieux de presque 20 ans. La problématique est particulièrement sur la Netcha, c'est que le ponton est très proche du niveau de la rivière et donc on est soumis un petit peu aux aléas et on n'a pas pu travailler avant, malheureusement sur le site, parce que pour aller reprendre le complexe anti-corrosion en peinture, il faut du sablage, il faut pouvoir travailler autour et c'est un ponton qui est submergé de manière régulière. Autre contrainte technique, les bonnes conditions hydrométriques nécessaires à l'adhésion de la peinture sur les structures métalliques. Une opération réalisable donc surtout en période chaude. Enfin, ultime difficulté, respecter les prescriptions environnementales imposées sur cette aire protégée. On a une végétation qui est à 90% endémique, voire des fois même micro-endémique sur le site. Donc il a été question de se dire, ok, pour faire ces travaux, pour qu'il y ait la sécurité pour le public, c'est important, mais essayons de travailler aussi pour que l'environnement soit protégé au maximum. Ce sont des travaux qui normalement se font à ciel ouvert, et ici il a été question de confiner l'ensemble des structures pendant les phases de sablage et de peinture, afin que les fines et les particules ne tombent pas au fond de l'eau, ne s'évaporent pas dans l'air et viennent asphyxier la végétation qui est aux alentours. Le site de la Netcha devrait rouvrir au public fin de semaine prochaine. Commencera alors le même type de travaux sur la réserve naturelle des Chutes de la Madeleine, et ce, pour une durée de 3 semaines. Et on repart à Lifou avec l'opération Lilo Loisirs. C'est une première. Elle est organisée par la commune et soutenue par la province sud. Depuis une semaine, 1200 enfants âgés de 6 à 10 ans se sont livrés à des activités et vacances. L'objectif était de leur proposer des actions méconnues comme la bouée tractée ou encore le tir à l'arc. Les 33 tribus de Lifou ont participé et Lilo Loisirs s'achève demain. Devant le succès remporté, l'opération sera renouvelée l'an prochain. On écoute Eliane Chaillet, deuxième adjointe au maire de Lifou, au micro de Sylvie Méhoun. Les enfants concernés, c'est tous les enfants de la commune de Lifou. Les 33 tribus ont tourné. Par jour, on avait eu entre 60 et 100 enfants. Donc aujourd'hui, vous avez 110 enfants sur le site. On a vu l'engouement des enfants dans la dernière semaine avec les activités qu'on n'a pas l'habitude d'organiser sur Lifou, des activités qu'ils n'ont pas l'habitude de faire sur Lifou, comme tir à l'arc, la bouée tractée, le grapt. Donc voilà, il est très important. On a vu la joie des enfants d'être là sur le site de Roanono. Une découverte dans le nord à présent, avec un phénomène naturel dans les embouchures de rivières. Pendant l'été, la baisse de l'apport en eau douce est naturellement compensée par l'eau salée qui va alors pénétrer loin, parfois à l'intérieur des terres. L'occasion de tenter un coup de pêche jusqu'à 10 km à l'intérieur des vallées. Et c'est dans la vallée de Nambaye à Poneriwen que Gilbert Assawa et Charawayane sont allés constater ce phénomène estival bien connu des populations. Regardez. Face au village de Poneriwen, en fin de matinée, c'est bientôt la marée basse. Un homme ramasse sa seine dans une branche de la rivière. Pas de chance pour lui et pour l'image, aucune prise. À des moments, on ne peut pas laisser 2 jours. Parce que on met la nuit puis on ramasse le matin. Parce que quand on met tout le temps, là, 2 jours, on ne met pas même 2 jours. Tu mets aujourd'hui, tu ramasses demain. Les poissons, ils n'arrivent plus après. Ces eaux saumâtres vers l'embouchure, riches en aliments, sont fréquentées par la faune océanique, le pêcheur s'y habitué. Les grandes marées hautes, oui. Il y a des requins qui montent comme on l'a entendu dans les nouvelles. Ouais. Une bonbonnière plus loin, c'est l'heure du casse-croûte pour ces employés d'une entreprise d'espace vert. Ils avaient posé leur filet la veille au soir. Sans quitter la rivière, ils vont pouvoir ce midi manger du poisson du lagon. C'est intéressant, voilà, on fait des grillades. Quand on fait casse-croûte, voilà. On masse le filet, on fait un peu la grillade.
Ce tractopelle qui traverse la rivière Nembaï, à déjà plus de 5 km du village, travaille le gravier en eau saumâtre. Encore quelques kilomètres et c'est à la tribu de Saint-Denis que l'on trouve ce gué qui marque la limite entre les eaux douces et saumâtres. Rencontre avec ces plongeurs de la Pia qui avouent attraper parfois des picots à la Seine. Chez la famille Popeda, c'est au tour de l'aïeul, après la sieste, que l'on rappelle cette situation inhabituelle qui voit les gens de la vallée aller pêcher le crabe à la ligne. L'eau salée, elle remonte jusqu'où? Entre Goyeta et Saint-Denis, il y a un grand trou d'eau qui est là. Oui. Normalement, ça vient jusque là. Là, chez Volsi? C'est plus haut de chez Volsi. Oui, voilà, chez Volsi, on descend la pêche au crabe. Sur le littoral est, les alizés bien établis depuis déjà 2 mois continuent de pousser les eaux salées vers l'embouchure. C'est marée basse depuis déjà 4 heures, mais l'amplitude observée sur le sable est à peine significative. En brousse, quand il fait chaud, on dit aux enfants d'éviter les eaux saumâtres, un conseil sans cesse rabâché chaque été. Un mot de sport avec ces belles performances de Nicolas Brignon au meeting handisport de Canberra. Le Calédonien s'est surpassé. Il remporte toutes les courses fauteuils du 100 au 800 mètres. Il a été rejoint aujourd'hui par Pierre Fairbank pour le meeting de Sydney. Voilà, c'est la fin de cette édition. Demain, l'information reprend dès 6h en radio avec Steven Nipat. Nous, on se retrouve dès 19h en télé. Passez une très très belle soirée sur la première, évidemment. L'info continue sur lapremière.nc.